Bienvenue dans le journal de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses des marchés. Y a-t-il quelque chose de pourri au royaume de la finance ? Pour certains policiers, la réponse est oui. À leurs yeux, une petite partie des élites financières est corrompue. Les policiers pointent les nombreux dysfonctionnements des autorités de régulation pour traquer eux-mêmes les brebis galeuses de la finance mondiale. Et pour leurs enquêtes, ils ont recours aux mêmes méthodes que celles utilisées contre la mafia ou même contre le terrorisme. Aux États-Unis, par exemple, le FBI fait dorénavant le boulot du gendarme de la bourse, la fameuse Security Exchange Commission. La SEC semble en effet complètement débordée par le chaos financier qui règne depuis la crise des subprimes de 2008. Le FBI contre les marchés, c'est une enquête de notre correspondant à New York, Emmanuel Saint-Martin. À quelques centaines de mètres de Wall Street, c'est le siège du bureau new-yorkais du FBI. Et dans les étages, nous allons à la rencontre d'un de ceux qui font trembler Wall Street. L'agent spécial Doug Leff est un des chasseurs de délits d'initiés de l'agence fédérale. Les délits d'initiés se sont multipliés ces 10 dernières années. Il est devenu clair que la seule façon de répondre au problème était d'allouer des ressources supplémentaires, aussi bien en personnel qu'en argent, pour pouvoir rémunérer des informateurs. C'est l'opération Perfect Hedge, des dizaines d'agents lancés aux trousses de certains des plus gros bonnets de la finance américaine. Et des résultats avec par exemple la condamnation de Raj Rajaratnam, milliardaire, patron du hedge fund Galéon, un des seigneurs de Wall Street, en prison pour 11 ans, grâce notamment à des écoutes téléphoniques. So yesterday they agreed on, at least they've shaken hands and said they're going ahead with the deal. So I think you can now just buy. Des écoutes téléphoniques, des témoins repentis, bref, des techniques plus connues pour la lutte contre les mafias ou les trafiquants de drogue. Ils sont devenus si habiles que sans l'utilisation de ces techniques d'investigation, qu'on utilise contre la mafia par exemple, il aurait été vraiment impossible de s'en approcher. Le FBI a même recruté Gordon Gekko, ou plutôt Michael Douglas, qui incarne le trader dans le film Wall Street dans les années 80, et encourage dans ce clip les financiers à dénoncer au FBI les délits d'initiés dont ils auraient connaissance. Parmi les 70 personnes condamnées ou qui ont plaidé coupable dans le cadre de l'opération Perfect Hedge, Anthony Chiasson et Todd Newman, reconnus coupables de délits d'initiés dans la vente d'actions Dell et Nvidia pour 68 millions de dollars. Une affaire qui, assure un de leurs avocats, n'aurait même pas vu le jour il y a quelques années. Les gens à Wall Street et à la Défense disent au FBI « Vous savez qu'on fait ça depuis des années et vous ne nous avez jamais envoyé d'avertissement. » Alors nous ne sommes pas d'accord et de mon point de vue, ils ont changé la limite entre ce qui est admis et ce qui ne l'est pas. Dans les années 1980 déjà, le gouvernement s'était attaqué aux délits d'initiés. Wall Street avait alors changé ses pratiques, se souvient le professeur John Coffey. Chaque nouvelle génération doit apprendre. Les promesses de gains étaient redevenues trop tentantes et le gouvernement n'était pas vraiment attentif. Maintenant, il est clair que le gouvernement est attentif et qu'il vous écoute. Et je pense que cela va dissuader beaucoup de potentiels délits d'initiés. Mais pas tous, bien sûr. Avec des peines de prison de 10 ans ou plus, des amendes de millions de dollars, le message de la justice américaine à Wall Street est désormais très clair. Bien, avec moi sur ce plateau, Noël Ponce, bonjour. Vous êtes un ancien inspecteur des impôts, un ancien du service central de la prévention de la corruption et vous êtes consultant et formateur antifraude et anticorruption. Vous avez publié l'année dernière, en avril, un livre qui s'appelle « La corruption des élites, expertise, lobbying, conflit d'intérêts » aux éditions Odile Jacob. Ça vous surprend ce sujet et cette réaction du FBI ? Non, le sujet ne me surprend absolument pas, puisque effectivement cet élément était déjà développé très largement dans les commentaires que les quelques personnes qui s'intéressaient à ce sujet pouvaient faire. On était assez rares à l'époque, mais effectivement c'est une évolution normale que cette méthodologie. De plus, dans l'exemple qui est donné ici, effectivement, on a concentré en quelque sorte les trois ou les quatre gros problèmes qui se posent. Premier problème, l'autorégulation.
on se régule entre soi. Et vous dites que ça débouche sur l'autoprotection. Ça débouche entre soi. Ça débouche sur l'autoprotection. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est entre soi, on doit toujours quelque chose à quelqu'un qui soit vous contrôle, soit vous êtes avec vous, soit on a un retour d'ascenseur à faire avec une autre personne. Donc on est dans une situation où effectivement, l'objectivité peut être très franchement atteinte. Le deuxième élément de cet élément-là, c'est l'impunité. C'est que la finance est devenue de complexité telle qu'il est extrêmement difficile d'analyser en temps réel les opérations. Et que, donc, on a toujours une chance de ne pas se faire prendre, tout simplement parce que le filet a l'émail soit trop large, soit est trop en retard sur la réalisation. Ça, c'est un élément factuel, qui est un élément qui a contribué à augmenter de manière considérable les risques. Le troisième élément, c'est le côté, l'attrait du gain ou l'attrait de l'argent, dans lequel il y a pratiquement plus de limites, et il n'y a plus d'éthique, il y a très peu de morale, et le côté international, ou le côté de la mondialisation, comme on veut, fait qu'on peut être aujourd'hui ici, un autre jour ailleurs, ce qui fait qu'on est il est très difficile de poursuivre ces opérations qui peuvent se passer un peu partout. Vous avez noté la réaction quand même de l'avocat, qui dit « mais je comprends pas, on n'avait pas dit à nos clients qu'ils n'avaient pas le droit de faire cela. Pourquoi aujourd'hui on met des barrières ?» Est-ce que d'après vous ils sont sincères ou est-ce qu'ils planent? Je pense qu'il y a une sorte de sincérité planante. Sincérité planante, puisque le droit américain exige, ça c'est typique d'un avocat américain. Un avocat français, vous n'aurez pas fait la même réponse. Le droit américain, vous dites, regardez par exemple tous les systèmes comptables et autres, j'ai le droit, j'ai pas le droit. Si vous me dites pas que je risque, je peux. D'accord, donc j'y vais. Donc j'y vais. Le problème est là. Mais on revient à l'autorégulation. Comment est-ce que je puis, par exemple, indiquer dans ce système de trading algorithmique où est le risque et comment il se fait? Puisqu'on ne connaît ni les personnes qui le mettent en place, on maîtrise assez mal les ordinateurs, d'ailleurs ils se plantent de manière fréquente. Et troisièmement, on ne sait pas comment, qui a mis les fonds qui peuvent donner lieu à ça. Alors, pourtant, Noël Ponce, il y a un régulateur, la SEC aux États-Unis, la MF en France. Est-ce qu'il a failli, ce régulateur? Le régulateur est un régulateur... Est-il incompétent? Alors, c'est peut-être pas, on n'ira pas jusqu'à l'incompétence, mais disons que dans tous les domaines, parce que cet élément qui concerne le financier concerne aussi la fraude fiscale, le blanchiment et autres, hein, s'il connaît sur un format de régulation des années d'il y a 20 ans. Or, tout accéléré. De notre côté, on a limité les fonds pour financer ces recherches. N'oublions pas que lorsque la crise est arrivée, le FBI a fait une déclaration qui est dans mon précédent ouvrage, dans laquelle il disait qu'il manquait 1000 personnes pour pouvoir poursuivre. Or, on n'a pas mis les personnes là. Pas d'arbitre, pas de juge, donc forcément, on franchit la ligne jaune. Forcément, et finalement, on se fait plaindre si on n'a pas de chance. Alors, donc la solution, c'est quoi? C'est de mieux former le régulateur ou c'est d'aller chercher les policiers qui, eux, savent traquer les terroristes, les mafias, les crimes? Vous avez cité mon antériorité. Donc ma réponse est relativement simple, hein, c'est que je pense que l'objectivité, c'est le côté objectif, c'est quelqu'un qui n'a aucun intérêt dans ces opérations. Dès l'instant il est protégé ou par un code déontologie et où on va le poursuivre pour qu'il ne passe pas chez les gens qui contrôlent. Hein. Mais effectivement, il faut que ces personnes, qu'il y ait un certain nombre de personnes qui soient capables de faire ce travail, qu'ils aient les moyens de travailler, c'est-à-dire des spécialistes, une expertise interne. Ces écoutes, c'est ce système qui est un système anti-mafia. Même, on pourrait même aller jusqu'à la saisie, hein, pour l'enrichissement illicite, jusqu'à des problèmes pénaux qui vont jusqu'ici. Mais on est d'accord, il n'y a que les policiers qui peuvent faire ça. Il me semble que au niveau répression, il n'y a que les policiers, enfin les policiers ou les impôts, ou la police, vous voyez, les services ou les douanes, je veux dire, des services répressifs. Par contre, au niveau du contrôle interne, il est intéressant que des structures de régulation travaillent sur ces problématiques de risque. Alors, je sais qu'elles s'y mettent maintenant.
et pas seulement aux États-Unis. Hein. Mais effectivement, on n'est pas dans le même schéma. Le schéma de la sanction, il faut que ça reste géré par des magistrats et que ces personnes soient formées pour faire ce travail. Hein, on ne vérifie pas, toujours pour en revenir à cet exemple de l'algo-trading, qui est un petit peu un système un peu fou, on ne vérifie pas ça comme on vérifie une escroquerie à la carte bleue. Alors ce que je voudrais bien comprendre aussi, c'est est-ce que ces fraudeurs sont entre eux des délinquants au col blanc ou est-ce que maintenant il y a des liens avec l'extérieur, avec des mafias, des organisations criminelles, des cartels de la drogue, comme un certain nombre d'informations semblent nous le montrer aujourd'hui? Alors, il y a les deux cas sont présents, comme à l'habitude. Vous savez, c'est le problème, on n'est jamais surpris dans le domaine de la criminalité. D'abord, il peut y avoir 2 personnes qui montent un coup ensemble, ou 3 ou 4. Bien. Réseau, ça existe. Il peut y avoir aussi des personnes qu'on force à réagir de cette façon. On a coutume de dire que au Mexique, par exemple, si vous voulez pas travailler avec les cartels, c'est plata o plomo, c'est l'argent ou le plomb. Là, il y a une autre vision, c'est-à-dire ou alors on quitte le Mexique ou on le fait. Donc effectivement, tous ces éléments se cumulent. Et il est à craindre que la criminalité ne soit déjà rentrée très largement dans ces domaines. Alors elle ne rentre pas avec ses chaussures blanches et son chapeau, hein, on ne les voit pas. Mais effectivement, pour vous donner une idée, le neveu d'Al Capone a créé des sociétés. Hein, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des sociétés, ils ont créé des structures, et finalement, par le jeu économique des transferts entre sociétés et clans ou pas d'ailleurs, on est déjà dans le système. Merci beaucoup Noël Ponce pour vos réponses. L'émission est terminée, mais comme d'habitude, vous pouvez la retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous car l'information continue. Au revoir.